sur ces différents points. Vous dites que le budget est de droite. Il est très à droite, encore plus à droite que les budgets précédents. Du coup, j'avais une question. Qu'est-ce que c'est qu'un budget de gauche lorsque la France dépense à peu près 58% de son produit intérieur brut pour la dépense publique? Et qu'est-ce que c'est qu'un budget de gauche si, par rapport à votre échelle actuelle, on a actuellement 50% de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire que 50% de la richesse nationale est prélevée soit par des taxes, soit par des cotisations sociales ou patronales ou par des impôts. Qu'est-ce que serait qu'un budget de gauche en faveur de plus de justice sociale, alors qu'actuellement, avant redistribution, l'écart entre le premier décile et le dernier décile est environ de 20 à 30 points. Et par contre, après redistribution, l'écart entre le premier et le dernier décile est inférieur à 4. Donc, en fait, pour vous, déjà avec des chiffres qui sont quand même assez redistributifs et qui prélèvent déjà beaucoup de personnes et dont les impôts, les taxes représentent une grande manne déjà de la richesse nationale, en fait, à quel niveau pour vous il faudrait arriver pour arriver à un budget de gauche? Est-ce qu'il faudrait arriver à 70% de dépenses publiques, 80% de dépenses publiques, 60% de prélèvements obligatoires, 65% de prélèvements obligatoires? Parce qu'on est déjà à une échelle qui est considérée élevée dans l'ensemble du monde. À rejoindre le camp des peut-être non-censeurs? Il y a une difficulté sur les Verts, c'est qu'on sait à peu près comment négocie Marine Tondelier depuis juillet dernier. Je conseillerais aux socialistes de ne pas compter dessus parce que Marine Tondelier, c'est pas quelqu'un qui fait de l'opinion, c'est quelqu'un qui suit un mouvement. Donc en fait, si elle sent que les électeurs de gauche et le mouvement de gauche va sur un accord de non-censure, elle suivra. Je pense que l'objectif des socialistes est plutôt sur une logique plus politique avec l'idée d'avoir en tête les élections municipales. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont compris à peu près que Jean-Luc Mélenchon voulait imposer une hégémonie à gauche. Donc si ils renversent Bayrou, ils obligeront un jour ou l'autre le président de la République soit à démissionner, soit à dissoudre de nouveau. Qu'est-ce que ça conduit pour les socialistes? Vous regardez l'ensemble des circonscriptions avec les dernières élections européennes et vous voyez toutes les circonscriptions où les insoumis sont terminés devant les socialistes. Il y en a à peu près 40 sur les 65 qu'ils ont, donc il y a 40 circonscriptions qui vont perdre, ils se retrouveront à 25. Donc ils veulent pas en entendre parler parce ils sont 65, ils veulent rester 65, sinon en gagner plus. Il y a un deuxième enjeu qu'ils ont, c'est les élections municipales. Les insoumis ont montré très clairement avec l'élection de Villeneuve-Saint-Georges, avec Lyon, avec Paris, qu'ils veulent battre les socialistes sur l'ensemble des grandes mairies ou en tout cas les remplacer et peser dans les choix. Or, les socialistes ne tiennent que par deux choses, les députés et par l'ensemble des mairies qu'ils ont. Donc ils n'ont aucun intérêt à provoquer des élections pour avantager les insoumis. Donc, ils vont préserver la stabilité gouvernementale. Deuxième chose, il faut qu'ils arrivent devant leurs électeurs, il faut que les maires socialistes et les députés socialistes qui vont éventuellement se présenter aux prochaines élections disent « on a obtenu des avancées ». Qu'est-ce que sont ces avancées? Des avancées sur la transition écologique, des avancées sur le transport, des avancées sur le budget, des avancées sur préserver, entre guillemets, les services publics. Et ça, ce sont des acquis auxquels ils pourront se prévaloir devant leurs électeurs en vue des élections municipales. Le problème, c'est que c'est aussi une ligne rouge, mais un peu dans l'autre sens, du côté des LR. Philippe Juvin l'a rappelé ce matin, le sénateur LR. Est-ce que le gel des crédits dont parlait Martin, c'est un peu une façon de dire, OK, statu quo, personne n'a rien, mais tout le monde a ce qu'il veut finalement? C'est un peu ça l'idée, en fait. La difficulté qu'ont tous les partis sur l'échiquier, c'est qu'ils oscillent entre deux choses. Est-ce qu'il faut défendre l'intérêt de la France, donc une certaine stabilité, une certaine forme de responsabilité, ou est-ce qu'il faut défendre le mandat que leur ont conféré leurs électeurs lors des dernières élections législatives en juin et en juillet dernier, donc c'est-à-dire défendre le programme sur lequel ils ont été élus. Or, on va être très clair, les députés du Parti socialiste ont été élus contre le Rassemblement national, et notamment contre le Rassemblement national, c'est supposé de combattre les mesures migratoires proposées par un éventuel Premier ministre Jordan Bardella. Donc, lorsque François Bayrou parle de subversion migratoire ou lorsqu'il veut restreindre l'AME, c'est normal qu'une partie des députés socialistes soit contre cette mesure. Mais de la même manière, au gouvernement, vous avez quelqu'un comme Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur et qui s'est engagé et qui est devenu populaire parce qu'il a promis de restaurer l'ordre et de limiter les flux migratoires. Or, il considère cette vision, parce qu'on connaît sa vision, parce qu'il l'a défendue lors de la dernière commission mixte paritaire portant sur la loi immigration, qu'il faut restreindre l'AME, parce qu'il considère que l'AME est une pompe aspirante à migration. Vous pouvez être contre ou contre le sujet, vous pouvez être contre ou contre le fait que la France soit éventuellement un paradis des droits sociaux pour les migrants, mais en tout cas, c'est sa vision à lui. Et il considère que l'ensemble des députés républicains, qui sont pas beaucoup quand même, qui sont que 47, ont été élus sur cette question. Et donc, vous avez tous les groupes qui sont à peu près de la même manière. Est-ce qu'on doit défendre le programme sur lequel on a été élu, ou est-ce qu'on doit défendre une certaine forme de responsabilité? En septembre dernier et en décembre dernier, je vous aurais dit qu'ils devaient défendre leur programme. Aujourd'hui, actuellement, au vu des sondages, les enquêtes sont très claires. 80% des Français veulent que le budget passe, même si c'est un mauvais budget. Vous avez un président du MEDEF qui est prêt à faire un accord avec la CGT. C'est quand même quelque chose d'inédit, se portant sur la réforme des retraites. Vous avez un budget qui potentiellement va aller de François Bayrou à Olivier Faure. La question pour chacun des partis, c'est on est prêt à donner un peu, mais pas au point de perdre son âme. Et je pense que c'est le sujet et de Retailleau et de Wauquiez d'un côté, et de Vallaud et de Faure de l'autre.
Lisa Thomas Darbois, c'est évidemment aussi que François Bayrou, mine de rien, l'Himalaya, il le grimpe pour l'instant sans trop dégringoler. Ça va continuer ou... Je pense qu'il y a 2 défis à François Bayrou. Je suis pas sûr que ce soit le budget de l'État qui pose véritablement problème. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'en fait, le sujet essentiel, c'est plutôt le PLFSS. Pourquoi est-ce que c'est le PLFSS? Parce qu'en fait, c'est là où c'est la grande marge de dépenses. L'État dépense à peu près... Le financement de la sécurité sociale. De la sécurité sociale, pardon. Sur l'État, on dépense à peu près 450 milliards d'euros. Sur le PLFSS, on dépense 900 milliards d'euros. C'est là où se joue le budget de la santé, donc la question du remboursement des médicaments. C'est là où se joue la question de la retraite. Et surtout, ça va être là le sujet de crispation encore plus grand que l'AME, ça va être les aides sociales. Et notamment, le Rassemblement national va dire, nous, on veut baisser les aides sociales. De l'autre côté, le Parti socialiste va dire, nous, il faudra augmenter les aides sociales parce que il y a des questions de précarité. Donc là, on va avoir véritablement un entrechoc d'une vision entre ce que pourrait proposer le NFP, le Bloc central et le Rassemblement national, avec beaucoup de questions qui ont été posées, notamment sur l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'on part également sur la réforme Macron? Est-ce qu'éventuellement, on reprend plutôt ce qu'avait fait Marisol Touraine, donc on baisse l'âge légal de départ à la retraite, mais on augmente les durées de cotisation. Donc tout ça, ça va être le gros sujet. Et effectivement, c'est sur là que Michel Barnier est tombé. Ensuite, après, sur François Bayrou, je pense qu'il y aura une autre difficulté. Et c'est là où il y a véritablement un point. Je ne suis pas sûr que le RN pose véritablement problème. Le débat, c'est est-ce qu'il est prêt à faire autant de concessions à la gauche, quitte à perdre les Républicains qui quittent le navire en cours de route? Parce que depuis le début de la semaine, je pense que toutes les logiques de subversion migratoire, le débat sur l'AME et l'ensemble des points, c'est est-ce que Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez restent au sein du Bloc central ou est-ce qu'ils quittent le Bloc central, avec une question qui est simple. Il faut se rappeler que François Bayrou avait obtenu Matignon en disant à Emmanuel Macron, si je retire mes troupes, ta coalition parlementaire sera inférieure d'une celle du Nouveau Front Populaire. Et Retailleau et Wauquiez ont bien compris la méthode de négociation de Bayrou et ils vont lui appliquer exactement la même chose. Si on quitte le navire, vous avez moins de députés que le Nouveau Front Populaire et tout votre argumentaire tombe à l'eau et c'est là leur dernier levier de pression. Donc François Bayrou, je pense qu'il va faire, si je dois faire un pronostic, il va donner une victoire budgétaire à la gauche et il va donner une victoire symbolique et culturelle sur les mots à Retailleau et à Wauquiez. Hollande avait monté les impôts à 30 milliards d'euros, soit à peu près ce que va faire François Bayrou, un peu moins dans la même échelle. Et ce qu'avait calculé l'OFCE, c'est que le matraquage fiscal de François Hollande avait coûté 0,8 points de croissance par an. Ça veut dire que François Hollande augmente les impôts de 20 milliards, mais il perd à peu près 15 à 18 milliards d'euros d'activité économique. Donc en fait, ce que vous avez gagné... Ça veut dire que si je paye plus d'impôts, j'investis moins, je dépense moins... moins de consommation, avec une chose qui est très simple. C'est-à-dire qu'actuellement, les prévisions fiscales, et on l'a vu la dernière fois, sont calculées par Bercy avec ce qu'on appelle une élasticité budgétaire. C'est-à-dire qu'on fait une estimation en disant que, en fait, si on augmente le taux d'impôt, en fait, avec les phénomènes qu'on connaît précédemment, on aura une hausse fiscale équivalente. Or, il y a une difficulté, c'est qu'on a eu 3 dérapages budgétaires successifs sous Bruno Le Maire, qui nous ont coûté 100 milliards d'euros. Et avec le même logiciel, avec à peu près les mêmes méthodes, on estime que les hausses d'impôts de Bayrou vont conduire à 23-24 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Or, il y a une première difficulté. Premièrement, Bernard Arnault l'a exprimé, il est contre cette hausse fiscale. Or, LVMH est une grande entreprise publique, donc ils ont les moyens d'optimiser l'impôt. Deuxième paramètre, au-delà de l'optimisation fiscale, c'est l'activité économique. Or, si vous n'avez pas d'activité économique, vous avez moins de recettes fiscales. Si vous avez moins de recettes fiscales, vous avez une hausse du déficit et du budget qui s'accumule. Si vous avez une hausse du déficit qui s'accumule, les agences de notation vont venir en disant regardez, la France n'est pas dans une bonne situation. Du coup, on dégrade la note française, ce qui va augmenter la charge de la dette et ce qui va encore alourdir le déficit. Les investisseurs étrangers, etc.